Bonsoir à tout le monde et bienvenue. Bienvenue à la presse et bienvenue au public. Donc nous allons pouvoir ouvrir ce conseil municipal. Donc Stéphane Mathieu va nous faire l'appel. Merci Stéphane. Okay. Bonsoir à tout le monde. Alors, on va procéder à l'appel. Bayon-Donoyer Yves. Biel Marie-Hélène. Laurent Bresson. Très synchronisé. Mérigot Hélène. Présente. Mathieu Stéphane présent. Gomez Eliane. Royer Christian. Présent. David Mathieu Christiane. Gay Patrick. Présent. Louis Olivier. Présent. Leclerc Jean-François. On va voir s'il arrive. Tavernari Roland. Présent. Fortuné Françoise. Présent. Nicolas Jacques. Présent. Blanes Thierry. Présent. Villon Patrick. Présent. Vedel Chantal. Présent. Lecomte Florence. Présent. Gomez Lionel. Andrzejewski Reno Florence. Présent. Pereira Elisabeth. Apparemment, elle a donné procuration à Marie-Hélène Biel. Rémi Laurent. Présent. Bourdelin Sylvie. Présent. Schneider Estelle. Présent. Bouillet Marine. Présent. Ripoll Bruno. Ok. Agoguet Fernaillon Véronique. El Amilili Neza. Claire Pierre. Présent. Merci. Très bien, je vous remercie. Donc le premier point traite du compte-rendu de la séance du conseil municipal du mois de septembre, du 19 septembre, que nous vous avons adressé. Y a-t-il des points, des remarques avant l'adoption? Donc pas de remarques, je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc 3 abstentions adoptées à la majorité. Merci. Nous avons 9 délibérations, donc c'est un conseil municipal plutôt court en nombre de rapports. Le premier point traite de la communication des décisions du maire. Donc il y en a 9. Y a-t-il des questions sur les différentes décisions qui ont été prises par le maire lors du mois écoulé? Oui, Madame Agoguet, je vous en prie. Oui, bonsoir. On avait une question concernant la décision numéro 92. Enfin, non, je vais commencer par le début, ça sera quand même mieux. C'est la décision numéro 90 concernant le marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du chemin des Mourguettes. On voulait avoir des précisions sur les travaux. Puis moi, je voulais juste souligner aussi que la rémunération à 4,50, ben voilà, c'est bien. Finalement, plus ça va, plus on réduit. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, la question principale, c'est quoi les travaux sur le chemin des Mourguettes. Et puis il y avait un arbre aussi sur le chemin des Mourguettes qui a été enlevé, un boulot à deux troncs. Voilà, si on peut avoir des précisions là-dessus. D'accord, donc soit Christian, soit Jacques, si vous pouvez commenter. Alors, sur les travaux, donc c'est de la chaussée, il faut faire un cheminement doux et également une passerelle à faire sur le Réal. Le Réal, au début, oui, avant les constructions qui sont faites. Donc à tout l'ensemble et sur toute la longueur de ce chemin. Par contre, sur le boulot, l'arbre... Oui, il y a un arbre qui a été enlevé, mais ça c'est pas récent, hein, c'est parce qu'on parlait des travaux du chemin de la Mourguette, là, des travaux d'aménagement, et on s'est aperçu que l'arbre n'y était plus, enfin, voilà. C'est peut-être pas vous qui l'avez fait enlever, je sais pas. Non. Chemin des Mourguettes, les travaux, c'est la conséquence de la création du Port des Sorgues, puisque ce lotissement de logements sociaux s'appelle comme ça, Port des Sorgues. Donc ces travaux étant finis, il était prévu que la commune aménage ce chemin pour faciliter l'accès, quoi. Donc voilà, c'est exactement ça qui est en question. L'arbre, je n'en sais rien. D'autres questions? Oui. Ça concerne la décision 93 sur la mise en conformité. Non, je voulais savoir si
concernant c'est la constitution de partie civile et demande de dommages et intérêts dans le cadre d'un permis qui n'a pas été déposé, enfin une autorisation de construire, et les travaux ont été faits. Donc on voulait savoir si des demandes de mise en conformité ont été faites auprès des personnes. Et parce que, enfin, et 500 €, voilà, ça nous paraît un peu juste comme demande de dommages et intérêts par rapport aux frais qui vont être engagés pour rester en justice. Et est-ce que mettre une amende un peu plus élevée, ça permettrait pas de dissuader, merci, je bug. Voilà, de dissuader les gens de faire des travaux sans autorisation. Alors, bon, c'est un peu délicat, mais ça concerne quand même quelqu'un qui a été élu au conseil municipal précédent. Voilà. En ce qui concerne, si vous voulez, l'amende, aujourd'hui c'est en justice. Donc c'est la justice qui va décider du montant, de la condamnation, de la remise en conformité, des délais, etc. quoi. Bon. Puisque nous avons décidé de nous remettre à la justice et de ne pas être notre propre décisionnaire. Bon. Après, nous demandons une somme de 500 € au titre de dommages et intérêts. Bon, notre objectif n'est pas de ruiner non plus les personnes, même si ils ont commis une erreur, et une erreur lourde. Hein. Ceci ne présage pas de ce que nous allons demander pour les frais liés à l'article 700, c'est-à-dire les frais d'avocat que nous allons demander en remboursement. Voilà. C'est simplement des dommages et intérêts. Voilà. Je ne peux pas en dire beaucoup plus aujourd'hui, puisque c'est la justice qui est saisie. Très bien. Donc, merci. Si vous n'avez pas d'autres questions. Alors, le premier point à l'ordre du jour, c'est l'aménagement de salles multifonctions dans les anciens foyers et logements, et donc de la demande de subvention au conseil départemental dans le cadre du contrat annuel que nous avons de transition. Et donc, je laisse la parole à Florence Andrzejewski. Merci. Oui, bonsoir à tous. Alors, comme exposé lors du conseil municipal du 27 juin dernier, depuis plusieurs années, l'ensemble des bâtiments constitués de l'ancien foyer logement et de l'ancienne cuisine de l'EHPAD est désaffecté. Le bailleur social Mistral Habitat et la commune possèdent chacun une partie de ce patrimoine immobilier. Les deux collectivités ont entrepris en coordination, mais chacune en ce qui la concerne, un projet de réaffectation de leurs espaces respectifs. Mistral Habitat réalisera dans les murs actuels 19 logements sociaux, qui sont énumérés après. Pour sa part, la commune aménagera un parking à un emplacement du volume nord de l'ancienne cuisine centrale qui ne présente pas d'intérêt architectural. L'autre partie du bâti communal sera affectée à des salles multifonctions et à l'accueil du futur foyer du 3e âge. Pour la partie de la commune, le bâtiment comprendra 2 entrées indépendantes, une à l'est avec une grande salle multi-activités qui desservira à partir de l'escalier existant la mezzanine actuelle et 3 salles de réunion dans les volumes des anciens logements. Un escalier de secours rejoindra le parvis sud du bâtiment à partir de l'étage. Une deuxième entrée permettra une entrée autonome du foyer 3e âge et une liaison permettra l'interconnexion des 2 grandes salles du rez-de-chaussée. Les plans du projet d'aménagement du rez-de-chaussée et du 1er étage sont annexés au présent rapport. Afin de finaliser le projet, un maître d'œuvre a été choisi et a avancé sur la définition de la réalisation. Dans ce cadre, l'enveloppe prévisionnelle des travaux a été revue à la hausse car il est nécessaire de reprendre toute la toiture. De plus, une mission accessibilité sera confiée au contrôleur technique, ce qui entraîne également une augmentation de sa mission. Aujourd'hui, le projet municipal est estimé à 511 450 € hors taxes, soit 613 740 € TTC, dont 476 250 € hors taxes de travaux et équipements divers et 35 200 € de maîtrise d'œuvre et de publicité. L'estimation générale du projet est annexée au présent rapport. Afin de financer ce projet, l'aide du Conseil régional dans le cadre du nouveau dispositif mis en place, le Fonds régional d'aménagement du territoire, le FRAT 2017, a été sollicité. Aujourd'hui, il s'agit d'inscrire ce projet dans le cadre du contrat de transition 2017 avec le Conseil départemental. La subvention demandée est de 87 064 €.
D'autres financements pourront être sollicités par la suite et feront l'objet de prochaines délibérations. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Donc le plan vous est projeté, mais il vous a été mis en annexe du rapport. Y a-t-il des questions? Madame Agouguet, oui. Oui, déjà, je voulais souligner le fait qu'il devrait y avoir une commission accessibilité qui devrait se réunir concernant l'accessibilité, puisqu'il y a une mission de prévue là-dessus. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, on avait demandé, vous aviez demandé une subvention aussi au titre du FRAT sur une délib, c'était la délib de 0,65. Ça devait être en juin, et je voulais savoir si vous aviez eu une réponse à ce sujet. Non, c'était le FRAT. Oui, J'ai oui. lu la délibération. Auprès de la c'était le région, FRAT. oui. Oui, Mais auprès de la région. la réponse Oui. n'est pas arrivée encore. Hein. C'était une période après de vacances et il faut que ça passe en commission. Et, voilà. Donc on n'a pas eu encore leur retour. Mais la commission accessibilité se réunira. Christian, je te laisse la parole. La commission d'accessibilité, elle est au niveau départemental. Mais il y a une commission. Dans l'instruction du permis, il y a un dossier qui va pour l'accessibilité. Oui, mais il y a quand même une commission communale accessibilité. Ah, c'est pas l'accessibilité Oui, PMR mais- alors? On peut la réunir. Accessibilité PMR? C'est celle du département qui va trancher. Voilà, on peut un avis consultatif de la commission peut-être communale, mais c'est au niveau du permis de construire, c'est la commission départementale qui va trancher. On n'a aucun pouvoir. Comme tout département recevant tout établissement recevant du public. Voilà, c'est un ERP hein, de toute façon. Hein. Mais la commission communale discute des aménagements avec les membres de la commission et du comité consultatif. Oui, la commission communale discute avec les membres de la commission et des élus et du comité consultatif. Et normalement, ça devrait être discuté en amont du projet. Oui, mais si vous voulez, là, c'est un établissement qui reçoit du public. Donc son instruction obéit à un certain nombre de règles. Bon, et notamment les règles qui concernent l'accessibilité sont traitées. Ça doit faire partie intégrante du permis, etc. Donc, n'ayons pas de crainte. Si jamais on s'abstenait de faire cette accessibilité, le permis serait immédiatement refusé et bloqué. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce point-là, mais vous avez raison de le souligner. Hein. Très bien. Donc, je soumets à votre délibération cette demande de subvention auprès donc, du Conseil départemental pour le projet d'aménagement de salles multifonctions dans la partie municipale des anciens foyers logements. Et on soumet de façon annexe donc, le projet du plan de financement qui vous a été présenté. Et m'autoriser, bien sûr, à effectuer les démarches nécessaires et à signer les actes afférents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci, adopté à l'unanimité. Christian Royer nous présente le rapport suivant qui traite de l'acquisition de la parcelle cadastrée 558, lieu-dit Montagne de Touzon. Ah, c'est toi, excuse-moi. C'est Christiane David, ouais, excuse-moi. Par courrier en date du 15 mai dernier, la Ligue nationale contre le cancer a informé la commune du legs en sa faveur de la parcelle cadastrée section B 558, lieu-dit Montagne de Touzon. Ce terrain a été reçu dans le cadre de la succession de Madame Thérèse Enflou. Celui-ci se situe sur la partie ouest de la colline et représente une superficie de 1950 mètres carrés. Les statuts de cet organisme ne permettant pas de conserver les biens qui lui sont légués, le représentant de la Ligue a sollicité le concours de la commune pour vendre ce bien. Compte tenu de sa situation géographique dans la partie de la colline représentant un intérêt faunistique et floristique et à proximité immédiate d'autres parcelles communales, il a été proposé à la Ligue nationale contre le cancer de l'acquérir pour un montant d'1 € le mètre carré.
Par courrier en date du 10 août dernier, un avis favorable de la direction de cette association a été adressé à notre collectivité. Ce terrain est classé en zone F2 au plan local d'urbanisme. Ce classement concerne les espaces naturels qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. En outre, ce secteur est soumis au risque feu de forêt, aléa fort. Pour officialiser cette opération, la Ligue a proposé que l'acte de vente soit préparé par l'étude Bérardi et Morin, notaire à Cavaillon. Il est rappelé que les frais inhérents seront pris en charge par la commune. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette acquisition et autorise monsieur le maire ou monsieur l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer l'ensemble des pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions ? Oui, monsieur Ripoll, je vous en prie. Oui, veuillez excuser mon retard pour commencer. Bonsoir à tous. Oui, je voulais profiter de cette délibération pour revenir sur le problème de l'oubli dans la révision du SCOT de Touzan en tant que réserve de biodiversité. A priori, cet oubli serait général en fait pour l'ensemble des communes sur l'intégralité du territoire du SCOT. Non. Enfin, apparemment, il y aurait eu des oublis de ce type-là. Donc c'est véritablement le seul oubli. Non, je vous l'affirme. Hein, je comprends même pas que vous puissiez dire une chose comme ça. Hein, donc, il y a eu un oubli qui nous concerne, qui nous a pas fait plaisir. Bon, voilà, mais ceci est rectifié puisque on a manifesté, suite au conseil municipal, on a pris cette position. La communauté de communes a pris la même délibération et donc qui a été transmise au SCOT. Et ceci va être rectifié. Nous en avons absolument la certitude. De ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait eu d'autres oublis de ce type-là. Voilà. Voilà, qui est rassurant. Je vous remercie, monsieur le maire. Une chose, c'est qu'il y a eu une réunion au SCOT et il a été dit que justement, lorsqu'il y avait un avis favorable avec réserve, c'est que si la réserve n'est pas levée, c'est considéré comme défavorable. Oui, ça répond à vos interrogations de la dernière fois. Et si on a pris cette position, c'est qu'on savait que juridiquement, c'était la seule défendable. Donc, je soumets à votre délibération d'acquérir la parcelle cadastrée B558, lieu-dit Montagne de Touzon, d'une superficie de 1950 m² auprès de la Ligue nationale contre le cancer, domiciliée à Paris, pour un montant de 1 950 € net vendeur. Qu'on charge l'étude Bérardi et Morin, domiciliée à Cavaillon, de préparer l'acte d'acquisition, dit que la commune prendra en charge les frais liés à cette acquisition et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents nécessaires. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Le dossier suivant traite de la modification des statuts de la communauté de communes Pays de Sorgues, modification qui aura cours au 1er janvier prochain. Alors, vous savez qu'un certain nombre de compétences ont été modifiées suite notamment à la loi NOTRe, qui a modifié le Code général des collectivités territoriales et notamment qui a modifié les compétences obligatoires et les compétences optionnelles des communautés de communes. Et donc, nous avons dû prendre en compte, au niveau de l'intercommunalité, ces modifications. Donc, le Conseil communautaire, le 21 septembre dernier, a proposé un projet de ces nouveaux statuts, et donc avec notamment, je dis notamment, mais pas uniquement, le fait que l'intercommunalité propose d'exercer le statut nouvelle compétence de la petite enfance. Donc les modifications portent sur les compétences obligatoires, ajout donc de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, le fameux GEMAPI, donc qui sera de la compétence de l'intercommunalité, qui sera certainement amené ensuite à déléguer à un certain nombre de syndicats. Au titre des compétences optionnelles, ajout d'une compétence protection et mise en valeur de l'environnement, relatif aux actions d'intérêt communautaire autour de la Sorgue, qui est actuellement une compétence
facultative, et ajoute d'une compétence action sociale d'intérêt communautaire la petite enfance. Et au titre des compétences facultatives, la suppression de la compétence SORG, puisqu'elle est intégrée à la fois dans les compétences obligatoires et optionnelles, et notamment avec GEMAPI. Donc on précise que ces statuts ne pourront rentrer en vigueur qu'après accord des communes membres, et donc là il faut qu'il y ait 2/3 qui votent en faveur de ces statuts, et que ça sera arrêté par Monsieur le Préfet de Vaucluse. Donc il nous appartient aujourd'hui de nous prononcer sur ces modifications avant que l'intercommunalité puisse solliciter l'arrêt du préfet. Donc y a-t-il des questions sur ce point-là? Madame Agoguet, oui. Oui. L'exercice de la compétence GEMAPI implique la possibilité pour l'Intercom d'une nouvelle taxe permettant de financer cette compétence en vertu de la loi. Le cas échéant, quel montant a été fixé? Ce dossier n'a pas encore été traité, puisque c'est une compétence qui rentrera dans le giron de l'intercommunalité au 1er janvier, et bien évidemment, il y aura un travail qui sera fait à ce moment-là. C'est un dossier extrêmement complexe. Ce n'est pas un dossier facile, le dossier de l'eau, de par le fait que nous sommes à cheval sur plusieurs syndicats, sur plusieurs intercommunalités. C'est un dossier extrêmement compliqué. D'autres questions? Donc je soumets à votre délibération le fait d'émettre un avis favorable à la modification des statuts de la communauté de communes selon le projet qui est annexé à la présente délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Une abstention. Merci, adopté à la majorité. Le rapport suivant traite d'une convention relative à la mise à disposition d'un dispositif mobile de recueil de données, titres électroniques sécurisés, dans le cadre des demandes de carte nationale d'identité et de passeport. Donc, comme vous le savez, à compter du 1er septembre dernier, je crois, l'établissement des cartes, c'est ça, septembre dernier, l'établissement des cartes d'identité n'est plus de la responsabilité de la commune, mais est centralisé sur d'autres communes. Et pour ce qui nous concerne, la commune la plus proche, c'est l'Île-sur-la-Sorgue, mais ça peut aussi être d'autres communes qui établissent les cartes. Le problème a occouru d'une personne qui était alitée, à l'EHPAD ou même chez elle, avec une impossibilité absolue de se déplacer. Et donc, la loi et la préfecture a prévu que nous puissions utiliser une valise qui appartient à la préfecture et que nous allions auprès de la personne pour réaliser les opérations de création de sa carte d'identité, création électronique, toutes les données étant rentrées dans la valise et la valise étant ramenée ensuite à la préfecture. Donc, et pour ceci, il faut que nous ayons une convention entre la commune et la préfecture pour l'utilisation de cette valise mystérieuse. Bon, il est évident que cette valise ayant la capacité à rentrer des données d'identité, elle doit être sécurisée et protégée. Elle ne peut pas être remise entre les mains de n'importe qui. Donc la convention prévoit qu'une personne et un suppléant soient désignés pour pouvoir utiliser cette valise. Sachant que nous serons amenés, et ça c'est quand même une contrainte majeure, à nous déplacer sur Avignon, la personne qui est agréée, à récupérer la valise, à venir faire l'opération auprès de l'un ou des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. On ramène la valise, la réalisation de la carte d'identité est faite par la préfecture, et je crois savoir même qu'ensuite il faut retourner à la préfecture pour récupérer les documents et les emmener auprès de la personne qui ne peut pas se déplacer. Voilà. Donc, tout ça pour vous expliquer que d'une simplification, ça peut devenir aussi une contrainte. Heureusement, ce n'est pas pour 50 personnes par an, mais il peut y en avoir quand même un certain nombre. Donc tout ça pour vous dire que nous vous soumettons la signature de cette convention
qui est jointe en annexe et qui sera signée avec la préfecture de Vaucluse. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Ripoll. Oui, vous avez été clair, mais simplement, juste une précision. Les agents habilités de la commune ou l'agent habilité se déplacera donc auprès des personnes à mobilité réduite. Est-ce que ça se fera sur leur demande ou est-ce que ce sera après je sais pas, l'étude de liste faisant apparaître la fin de validité de documents d'identité? Ça se fera à la demande, c'est ça? C'est-à-dire que si la personne, si vous voulez, est reconnue inapte à se déplacer, bon, voilà, alors est-ce qu'il y aura un certificat médical? Bon, je ne sais pas, hein, mais peut-être, mais c'est à la demande de la personne, hein, bien évidemment. Voilà. Je pense que ça va être exceptionnel, du moins je le souhaite, hein, mais néanmoins, il faut contractualiser. Voilà. Très bien, donc je soumets d'approuver cette convention avec les modalités de traitement des cartes d'identité et de passeport pour les personnes à mobilité réduite ou dans l'incapacité totale de se déplacer et d'autoriser le maire à signer cette convention qui est jointe en annexe. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. Le point suivant traite de la modification de la convention type pour la mise à disposition du gymnase ou d'un local le composant. Donc Stéphane, tu as la parole. Merci. Merci. Alors, la commune met à disposition divers bâtiments communaux ou salles telles que la salle polyvalente, la salle du Ciporex ou la salle des fêtes, des équipements sportifs tels que les stades ou le gymnase. Concernant le gymnase, cet équipement est mis à disposition des associations sportives tauroises. Le suivi de la gestion et de la mise à disposition de cet équipement est assuré par la direction de la jeunesse, des sports et de l'enfance, la DGSE. Les demandes d'utilisation des locaux sont faites par écrit et autorisées par Monsieur le maire. Au regard de l'évolution du droit, des moyens et des responsabilités, il est nécessaire de sécuriser et de pérenniser cette mise à disposition, ainsi que celle des moyens matériels affectés, notamment sur le plan juridique et d'en assurer une gestion optimisée. Pour ce faire, il a été élaboré une convention type de mise à disposition gratuite pour le gymnase. Les différentes situations d'utilisation devront trouver à s'appliquer dans ce cadre. L'adoption de cette délibération et de cette convention type permettra d'apporter et de clarifier les garanties données par la commune et celles demandées aux utilisateurs pour la mise à disposition de cet équipement. Par cette convention, la commune s'engage à assurer les conditions de bon fonctionnement et de sécurité indispensables à l'exercice des activités des utilisateurs. Par ailleurs, ceux-ci s'engagent à respecter les obligations contenues dans la convention. Une fois adoptée et rendue exécutoire, la convention type s'appliquera pour toute demande concernant l'utilisation de cette infrastructure. La présente délibération doit permettre la validation de la convention type et d'autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint en charge des sports à signer des conventions particulières. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agoguet. Oui, il n'y avait pas une convention déjà qui existait? Parce que c'est pas très clair. Des fois, on parle de modification du document, donc ça suppose qu'il y en ait eu un avant. Et des fois, c'est marqué que c'est une... Voilà. Donc c'est un peu... Si, bien évidemment, il existait une convention préalablement. Hein. Donc c'est une modification, c'est le titre hein, d'ailleurs, modification de la convention type pour la mise à disposition du gymnase ou d'un local le composant. Voilà, alors, je sais pas, peut-être dans le texte, il y a une phrase qui fait penser que c'est une nouvelle convention, mais c'est une nouvelle quand même. C'est la modification d'une ancienne qui devient une nouvelle, quoi. Quelles sont les modifications à ce moment-là? Elles ont surtout été portées sur la forme de la convention, pour qu'on soit un peu plus abordé juridiquement. Il manquait certains points dedans qu'on a rajoutés, voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas de grands changements, c'était surtout sur la forme, et aussi sur certains points concernant les installations, pour que ça soit bien séparé au niveau de la convention, parce que dans le gymnase, il n'y a pas simplement que la salle de hand ou de basket, il y a d'autres salles. Donc ce qui va apporter aussi par la suite une convention pour le skatepark et pour le city. Voilà. Donc c'est pour bien scinder les choses. Donc je vous propose d'approuver le modèle type de la convention relative à la mise à disposition gratuite du gymnase municipal et annexé à la présente délibération, et de m'autoriser ou l'adjoint en charge des sports à signer chaque convention particulière. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. Dans le même ordre d'idées, c'est l'adoption du règlement intérieur du complexe omnisport Jean Gersin. Stéphane, tu as aussi la parole, merci.
Ok. Le complexe omnisport Jean Garcin est une structure municipale principalement utilisée par les associations sportives locales pour la pratique de leur activité, mais aussi par le collège, les écoles, voire les services municipaux. La mise à disposition de ces installations sportives est conditionnée par la signature d'une convention définissant les modalités de pratique. Pour imposer les conditions d'utilisation du complexe, de sécurité et de responsabilité à tous les occupants des installations sportives, y compris les spectateurs, le service sport a souhaité également élaborer un règlement intérieur applicable dans l'enceinte du complexe. Ce règlement permet de rappeler à l'ensemble des usagers les règlements élémentaires d'utilisation de la structure sportive. Il sera affiché dans le gymnase de manière à permettre sa lecture par tous les utilisateurs. C'est la même chose, c'est aussi une question de forme. Du fait qu'on a modifié les conventions, on améliore aussi le règlement intérieur, bien évidemment, par rapport à toutes les installations. Merci. Y a-t-il des questions sur ce point-là? Non. Donc, je vous propose d'adopter l'ensemble des dispositions contenues dans ce règlement intérieur du gymnase et de m'autoriser à signer le règlement applicable dès son affichage au gymnase. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. La délibération suivante traite de modifications sur la création des postes de vacataires pour l'espace jeunesse sur l'année scolaire 2017 et 2018. Ce sont donc des ajustements. Stéphane, tu as de nouveau la parole. Merci. Merci. C'est une grande délibération. Donc, le conseil municipal du 18 juillet 2007 a voté à l'unanimité la délibération numéro 17-075 portant création de postes de vacataires à l'espace jeunesse CityView. 2 activités étaient alors envisagées pour l'année scolaire 2017-2018 sous forme de vacation d'1h30 chacune pour un coût unitaire de 30 €. Donc il y avait l'atelier fitness et l'atelier théâtre. Or, les inscriptions de septembre font apparaître une très forte demande pour le théâtre. Donc, il a été proposé dans la présente délibération de supprimer les vacations fitness et de doubler le nombre de vacations théâtre. Donc, le nombre total de vacations est identique et la dépense engagée reste donc inchangée. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. C'est une délibération assez simple, mais il fallait quand même la passer. Y a-t-il des questions? Donc, oui, je vous en prie. Bonsoir. Il n'y avait pas de demande pour l'atelier fitness, du coup? Quasiment plus. Quasiment plus. Alors qu'il y avait beaucoup de théâtre. qu'il y avait beaucoup de demandes pour le théâtre. Donc, bon, voilà. Donc, on ajuste. Donc, je vous propose d'en délibérer et d'accepter là, cette modification et de remplacer ce qui est fitness par théâtre. Hein, bon. Et bien sûr, on dit que les crédits sont inscrits au budget 2017 et seront également inscrits au budget de l'exercice 2018. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci. Et le dernier rapport traite de l'attribution de subventions aux associations tauroises pour des actions réalisées dans le thème de la solidarité. Hélène Mérigot, tu as la parole. Merci. Merci. Donc deux projets, je vous passe l'exposé des motifs, hein, vous les connaissez tous. Donc les Fourmis et les Cigales, association donc, qui fonctionne à l'EHPAD, qui organise des animations sociales et culturelles pour les résidents de la maison de retraite plusieurs fois dans l'année. Une première animation avec accordéon s'est déroulée en mars, subventionnée par la commune à hauteur de 90 €. L'association a organisé une deuxième animation musicale fin avril. Le coût de la prestation s'est élevé à 200 €. Le montant proposé pour la subvention est de 100 €. Donneur de sang bénévole, afin d'encourager les parents adultes à venir lors des collectes, l'association prévoit d'organiser une animation à destination des enfants pour que leurs parents ne se soucient pas de leur garde lors de la collecte. De plus, les donneurs de sang bénévoles souhaitent associer à cette démarche un commerce taurois. En effet, cette animation serait assurée par l'établissement commercial Rêve et Création avec la confection d'un cœur à l'image du logo de l'association. Le budget prévisionnel est de 150 €. Le montant proposé pour la subvention est de 75 €. Et bravo à l'association parce que je pense que c'est une super bonne idée que les enfants puissent être associés. Non seulement ils seront occupés, mais en plus, ça va leur donner des idées pour plus tard. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, une question, Madame Agoguet, je vous en prie.
On ne peut pas s'abstenir, on ne peut pas faire deux votes sur fourmis et cigales et les donneurs de sang bénévoles? Ah oui, bien sûr. Non, bien sûr, on va vous consentir cette possibilité, pas de problème. Mais commentez votre prochain vote, alors. C'est juste l'amalgame entre un établissement commercial et une activité bénévole. Voilà, c'est un peu gênant, mais... C'est doctrinaire, votre position? Ou c'est par rapport à l'action elle-même, là? C'est pas par rapport à l'action, c'est doctrinaire, oui, c'est tout. Donc nous l'enregistrons comme ça, d'accord. Donc je vous propose de voter article par article. Donc le premier, d'attribuer une subvention de 100 € à l'association Les Fourmis et les Cigales pour l'organisation d'un spectacle musical. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci pour eux. Et d'attribuer une subvention de 75 € à l'association Donneurs de sang bénévoles pour la mise en place d'un atelier créatif destiné aux enfants dont les parents participent à la collecte. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Une abstention. Donc merci, adopté à la majorité. Donc nous sommes au terme de ce conseil en ce qui concerne les rapports, mais il y a 2 questions orales posées par le groupe solidaire, dynamique et solidaire. Voilà, je vous laisse la parole, Madame Goguet, ou peu importe, Madame Amlili, je vous en prie. Elle Amlili. Oui. Merci. La question numéro 1. Des parents nous ont rapporté que la police municipale n'assurait plus la sécurité aux abords des écoles. Pouvez-vous nous en expliquer la raison? Et si cela doit durer, si des mesures alternatives vont ou ont été mises en place? Pour la deuxième question, donc, nous revenons sur la délibération numéro 17092, afférente à la restitution du véhicule électrique par la communauté de communes, en attirant votre attention sur le fait que la société cannoise Géolectrix a racheté le stock de pièces détachées des véhicules MIA et en assure désormais la maintenance. Vous voudrez bien nous dire ce que vous envisagez de faire pour ce véhicule restitué? Merci. Très bien. Alors, je vais d'abord répondre à la question numéro 2 et je développerai un peu plus la question numéro 1. Alors, la question numéro 2 qui concerne le véhicule MIA. Donc, l'information que vous donnez, s'agissant de la société Géolectrix, qui a racheté toutes les pièces détachées suite à la liquidation du fabricant de MIA, est justement la base de notre décision et celle de la communauté de communes de ne pas faire réparer ce véhicule. D'une part, le coût de la réparation est prohibitif, estimé entre 4 500 et 7 000 €, car le fournisseur est en situation de monopole et en use, puisqu'il est le seul à détenir les pièces détachées. Faire réparer le véhicule à ce prix n'aurait pas de sens. En second lieu, la réparation nous laisserait un véhicule très fragile, sujet à de nouvelles pannes, puisqu'on en a connu malheureusement. Et enfin, une nouvelle panne rendrait vraiment impossible une nouvelle réparation, car les pièces détachées du fournisseur vont s'épuiser rapidement, puisque ces véhicules sont d'une fragilité immense, et donc, je ne sais pas combien ils en ont vendu, mais ils tombent en panne les uns après les autres, et celui qui a préempté ce stock, il fait des opérations financières. Donc l'investissement initial, en dépit de subventions obtenues, a certainement été une erreur, et la sagesse demande de ne pas effectuer cette réparation. La question numéro 2, qui est plus lourde de sens, et je souhaite qu'on ne polémique pas dessus parce que c'est la sécurité de nos enfants qui est mise en cause. Et l'énoncé de votre question présente beaucoup d'informations qui sont erronées, donc je vais passer du temps à vous la détailler. À partir de 2016, et suite aux actes terroristes successifs, les autorités de l'État ont déterminé les écoles comme pouvant être une des cibles potentielles, et ils ont adopté un renforcement des mesures de protection. Au tort, dès la rentrée 2016, cela s'est décliné par une sécurisation des aires piétonnes avec des rochers et des barrières, une présence accrue de la police municipale en point fixe à toutes les entrées et sorties d'école, le déploiement progressif de la vidéoprotection, en plus des mesures liées à l'éducation nationale.
filtrage des personnes à l'entrée, exercice de PPMS, etc. La commune du Thor avait souhaité aller plus loin à cette époque, en 2016, en équipant les sites scolaires de visiophones, par exemple, mais l'État a refusé une participation au financement en déclarant priorité aux zones urbaines sensibles. Et la décision de subvention de la région PACA, qui pouvait se substituer à l'État, a été attaquée au tribunal administratif. Moyennant quoi, la région n'a versé aucune subvention, ni à nous, ni aux autres communes. Au fil du temps, la doctrine d'emploi de la police municipale a évolué en adéquation avec le contexte terroriste qui a changé. Les policiers et les militaires sont devenus, entre autres, des cibles privilégiées, et en étant en point fixe statique devant les écoles, exposant ainsi directement le public à proximité. De plus, les actes terroristes se sont diversifiés. Attaques dans les gares, voitures béliers sur des piétons, pose d'engins explosifs dans des zones commerciales. La réponse en matière de sécurité devait évoluer elle aussi. Compte tenu de ce contexte changé, les mesures de sécurité préconisées par l'État ont été modifiées. D'une présence statique sur un seul point, comme les écoles, il a été privilégié et fortement conseillé une présence mobile recentrée sur tous les points et les sites sensibles. Donc c'est plus de côté statique pour ne pas être la cible, mais au contraire rester mobile. Au Thor, après concertation avec la gendarmerie, à partir du 24 avril 2017, c'est cette option qui a été déclinée conformément aux préconisations de l'État. Au moment des entrées et sorties des écoles, la police municipale assure une surveillance rapprochée mobile sur un périmètre restreint autour des écoles et du gymnase, du centre-ville, de la gare et des zones commerciales, couvrant ainsi le plus de sites sensibles. Cette mission est effectuée à une ou deux patrouilles, et renforcée régulièrement par des patrouilles de la gendarmerie sur le même mode. La mobilité étant alors un gage de rapidité d'intervention, si nécessaire, et de dissuasion par une présence non prévisible. Cette modification a été communiquée à tous les conseils d'école du troisième trimestre de l'année 2016-2017 par Marie-Hélène Biel qui a tenu ces réunions. La sécurité autour des écoles n'a pas été abandonnée, mais rationalisée pour être plus efficace et étendue à d'autres sites sensibles. La municipalité va également continuer son investissement, malgré l'absence de subvention de l'État, pour finir d'équiper en vidéo tous les abords des sites scolaires et la gare, en plus du développement du maillage de la commune en caméra. Donc je vous demande d'être très attentif là-dessus, parce que la sécurité, c'est quelque chose qui évolue. C'est ce que j'ai essayé de vous dire. Alors, rien n'est parfait en matière de sécurité. La sécurité absolue n'existe pas, mais il faut savoir s'adapter aux vrais risques qui sont encourus. Alors, je voulais, de façon complémentaire, vous donner une réponse à la question que vous m'avez posée sur les logements sociaux, puisque à l'issue du précédent Conseil de septembre, vous m'avez sollicité, Madame Agoguet, pour obtenir des informations actualisées, c'était ça votre question, sur les avancées des programmes des logements sociaux. Donc je vous les donne. Donc au-delà des 61 logements qui ont été réceptionnés depuis avril 2014, les programmes connus donnent les chiffres suivants. 18 logements seront réceptionnés courant du premier semestre 2018, chemin de Rédé. 30 logements doivent être réceptionnés chemin des Estourans en 2019. 25 logements sont en cours de conclusion avec le promoteur et le bailleur social chemin des Coudelières pour une réception en milieu d'année 2019. Et 70 logements sont en cours de conclusion avec le promoteur et le bailleur social quartier de Pouvarel pour une réception courant 2020. Donc en clair, ça veut dire qu'un total estimé d'un peu plus de 200 logements sociaux, soit quasiment le doublement du parc par rapport à l'année 2013, d'ici 2020. Mais d'ici là, il peut y avoir peut-être d'autres dossiers qui émergent. Donc voilà l'information complémentaire que je souhaitais vous donner. Notre conseil municipal est terminé. Je vous en remercie et je vous donne rendez-vous le 21 novembre prochain
et le 19 décembre. N'oubliez pas de signer les documents.